Eh bien les amis, définitivement, le repos, ce ne sera pas pour moi, tout du moins pas jusqu'à l'ECMA 2025, puisque les annonces ne cessent de tomber. Il y a un rendez-vous auquel je tiens énormément, et vous le savez, c'est la FAQ du dimanche, où je réponds à toutes les questions que vous me posez sur Instagram, où vous pouvez directement y déposer vos interrogations, et puis moi je prends les plus pertinentes et celles qui sont le plus récurrentes, et on en discute, et puis surtout, on fait ça en live. Donc si jamais vous voulez venir passer un bon moment avant le début de la vidéo, du tournage de la vidéo, n'hésitez pas, c'est hyper important parce que c'est des moments qui, je trouve, sont assez privilégiés. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui font ça, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, avant de passer à la première question, je voudrais qu'on fasse un petit tour rapide sur l'actualité du monde de la moto et de la chaîne quand même, parce qu'il y a eu des trucs assez fous, avec notamment l'annonce de la KTM 990 RCR. On connaît enfin toutes les caractéristiques de la machine. Ces specs officiels, même si on les avait déjà vus à plusieurs reprises sur des salons, mais maintenant on sait enfin exactement ce qui constitue la machine. On a eu aussi une autre petite vidéo dans laquelle on a pu parler du prix de la 990 RCR, puisqu'il y a des indications sur notamment le site allemand de KTM qui nous permettent de théoriser sur le placement tarifaire de cette moto ultra attendue. Et finalement, Kawasaki qui a annoncé une nouvelle venue dans la famille Tsugomi avec la Z650S, sorte de version un petit peu bodybuildée de la Z650, alors avec des mises à jour somme toute assez succinctes, c'est surtout un travail esthétique avec un petit peu de technologie, mais est-ce que cette machine va s'imposer par rapport à la version standard ou pas? Ça, on le verra dans le futur. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première question de The Flash Rider qui nous dit: pourquoi tu préfères les roadsters sportifs aux sportifs? Et ça, c'est quelque chose, vous savez que c'est pas un mystère. Déjà, la chaîne en elle-même donne un indice, Roadsters TV. Et en effet, ma catégorie de motos favorite, c'est les roadsters et particulièrement les hyper roadsters. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ce sont mes machines préférées, mais je tiens quand même à préciser que ce n'est pas les seuls types de motos que j'aime conduire. Déjà, j'aime toutes les motos, mais en plus de ça, une de mes motos favorites all time, c'est la Hayabusa. Et la Hayabusa, c'est une Sport GT. Il y a beaucoup d'hyper sportives que j'adorerais avoir un jour dans mon garage, comme la S1000RR ou encore une RSV4 2020 Factory. Il y a beaucoup de motos comme ça que je trouve extraordinaires. Mais c'est vrai qu'effectivement, en règle générale, mes machines préférées, ce sont les hyper roadsters. Et ce sont des machines que j'adore pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant leur polyvalence. En effet, les hyper roadsters sont des machines qui, comparées aux hyper sports, ont quand même moins de contraintes, sont des motos qui sont plus faciles à vivre au quotidien. Alors vous allez pouvoir me dire, mais dans ce cas de figure, si tu veux vraiment quelque chose de polyvalent, pourquoi est-ce que tu t'orientes pas sur un trail? Parce que justement pour moi, le trail est trop polyvalent. Le trail est, entre guillemets, chiant pour moi. C'est une machine qui perd du caractère, du style, au profit de la polyvalence. Et c'est pour moi trop polyvalent. C'est des machines formidables, bien sûr, mais si moi je dois choisir, je partirai toujours plutôt sur un hyper roadster. Et des hyper roadsters, il y en a plein que j'adore. Là, je vous illustre avec la M1000R, parce que ça me permet de la comparer à la grande sœur hyper sportive, la S1000RR, mais il y a bien évidemment aussi la Tuono chez Aprilia, qui est une bécane absolument formidable et qui est une sorte de version un petit peu décarénée de la RSV4. D'ailleurs, quand on passe d'une image à l'autre, c'est presque impossible de les discerner tellement elles sont ressemblantes, mais vous savez qu'il y en a plein d'autres. La KTM Super Duke, la Speed Triple, la Kawasaki ZH2, ce sont autant de motos que j'adore, et la raison pour laquelle, j'adore ces machines, c'est aussi parce qu'elles sont très polyvalentes et qu'elles ont un truc en plus, c'est que souvent, même quand on les compare à leur version hyper sport, parce qu'il y a effectivement des machines qui sont tout simplement des hyper sportifs déshabillés, c'est le cas pour cette M1000R, c'est le cas pour la Tuono V4, c'est aussi le cas par exemple pour une Street Fighter V4 chez Ducati. Ce sont des motos qui sont souvent plus généreuses en couple, elles sont plus dotées au niveau du couple, elles sont plus répondantes à bas régime, et moi c'est ça que j'adore sur une moto, c'est le couple, la puissance. Pour moi, c'est pas, ça me fait très plaisir de me dire j'ai une bécane qui fait 180, 190 chevaux, ça alimente mon ego. Voilà, je suis très en paix avec ça, je sais que ça alimente mon ego, mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche avant tout, c'est quand je tourne la poignée à 3000 tours minute, il se passe un truc immédiatement. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle les hyper roadsters ont ma préférence, mais bien sûr j'aime toutes les machines, qu'il s'agisse de trail, de custom, de roadster, de sportive au GT, de tout ce que vous voulez. J'aime toutes les machines, il y en a juste certaines vers lesquelles je m'oriente un peu plus facilement que d'autres. Prochaine question de la part de Jérôme29 BZH. Que penses-tu de la Stark Varg SM qui vient d'être annoncée
perso, je suis hype. Alors, je vais vous parler de cette machine pour souligner un point, quelque chose qui me semble assez important, histoire que on soit au clair. Je ne connais pas nécessairement à 100% la Stark Varg SM. On va aller sur le site du constructeur et je vais vous expliquer. En termes de look, Stark, c'est une marque qui fait des machines qui sont exceptionnellement jolies. Vraiment, il y a quelque chose de très stylisé, de très un peu haut de gamme, vous voyez, dans la façon comme ils présentent leurs véhicules. Il y a tout un côté très premium et c'est super, vraiment. Vous voyez même le travail des logos, tout est vraiment pensé pour qu'il y ait quelque chose de très classieux dans ce qu'ils proposent. C'est vraiment ça, j'ai rien à dire. Par contre, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir parce que, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler et traiter de cette question, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Non mais attends, t'as vu, c'est complètement fou, la moto, elle fait 914 Nm de couple. Est-ce que tu te rends compte? 914 Nm de couple. » Et là, je vais me permettre de vous dire un truc, les amis, c'est que les constructeurs électriques qui affichent ce genre de valeur vous mentent. Ils vous mentent. Alors, ils vous mentent par malhonnêteté plus que par véritable mensonge. C'est-à-dire que ces 914 Nm de couple, ils existent. Ils existent. Mais néanmoins, ce ne sont pas 914 Nm comme on les entend, nous, dans le monde de la moto. Quand par exemple je prends une M1000R, que je vais dans les données équipement et que je regarde ici le moteur, vous voyez que le moteur, il est donné pour 113 Nm de couple. Non, une Stark Varg SM ne fait pas 9 fois plus de couple qu'une BMW M1000R. Et en fait, cet affichage du couple, c'est quelque chose que beaucoup de constructeurs électriques ont. Encore une fois, je le dis, j'ai pas peur des mots. La malhonnêteté de faire, ou alors l'incompétence, je ne sais pas ce qui est le pire, parce que ça crée une confusion auprès du public motard qui pourrait vouloir passer à l'électrique. Et du coup, voilà, ces 914 Nm, ils sont pas du tout mesurés au même endroit que l'on mesure le couple sur une machine thermique, ou même, parce que ça c'est un truc qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a certains constructeurs d'électrique qui ne sont pas du tout dans cette considération-là et qui savent en fait faire les choses. Je prends l'exemple par exemple de Zero Motorcycle. Quand vous allez regarder la Zero SRF, qui est finalement le roadster le plus puissant qu'il propose, eh bien si vous allez tout en bas sur la fiche technique et que vous allez regarder le moteur, c'est indiqué que ce dernier fait 190 Nm. Et ça, c'est quelque chose qui est cohérent. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent. 190 Nm sur une machine comme la Zero SRF, c'est tout à fait crédible. Alors vous allez me dire, mais c'est énorme, c'est gigantesque, c'est plus que le couple d'une Super Duke 1290 ou 1390. Oui, c'est vrai, mais c'est cohérent. Quand vous allez ici et que vous voyez 914 Nm de couple, je vous le dis très simplement, sur une moto qui pèse, en plus ici 124 kg, parce qu'il y avait voilà, sur une moto qui fait 124 kg et 914 Nm de couple, si c'était 914 Nm qui était équivalent aux 914 Nm qu'on a sur les motos thermiques, en ouvrant la poignée de gaz, vous vous casseriez les bras. Aucun être humain n'est capable d'encaisser 914 Nm de couple sur une moto qui fait 124 kg. C'est purement impossible. Une Tesla Model S, donc parmi les voitures électriques les plus puissantes au monde pour le grand public, c'est une voiture qui peut faire entre 800 et 1200 Nm de couple sur un véhicule qui fait 2 tonnes. Donc on a quelque chose qui est cohérent. Là, vous avez 8 fois la valeur de couple pour le poids. C'est tout simplement impossible. Donc attention à ça. Cette machine, la Stark Varg SM, doit probablement faire quelque chose comme en équivalence de couple sur des motos thermiques entre 100 et 120 Nm, ce qui est gigantesque pour une moto qui fait 124 kg. Mais faites quand même attention à ne pas vous faire avoir parce que très rapidement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent avoir ce côté de se dire « Ah, mais c'est complètement fou, c'est beaucoup plus de couple que ce qu'on a sur une moto thermique. » Non, c'est très mal converti. Et encore une fois, je vous le dis, dans le meilleur des cas, c'est de l'incompétence. Dans le pire des cas, c'est de la malhonnêteté. Ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. Ensuite, prochaine question de la part de Benoît Barnouy qui nous dit « Information officielle pour la 990 du Caire. Elle est à 14 949 €. J'ai reçu le devis. » Alors, je ne veux pas remettre en question ce que dit Benoît, d'autant plus que, effectivement, les rumeurs allaient dans ce sens-là et même les informations que j'ai eues
aller dans ce sens-là. Si on veut aller un petit peu plus loin, parce que c'est très intéressant, vous savez qu'on avait parlé de la KTM 990 RCR et sur le prix potentiel et qu'on avait dit que les informations qui nous venaient et une certaine cohérence nous faisaient penser que 15 990 € ou 15 949 €, bref, 16 000 € pourrait être un prix assez cohérent. Eh bien, ça, c'est un pas de plus pour aller dans cette direction. Et si on regarde un site très intéressant qui est le site megaserviceshop.com, qui est un site KTM directement sur lequel on peut acheter des véhicules, vous savez, c'est dans le 78, eh bien, il nous annonce directement que la KTM 990 Duke R est à 14 949 €, le prix est directement indiqué. Alors, si on va sur le site de KTM et que on regarde ici dans les Naked Bike, la 990 Duke R n'est pas présente encore, même si on est sur le site anglais, mais sur le site français de KTM, au moment où j'ai vérifié, on n'y est pas encore, elle n'est pas encore indiquée. Mais c'est tout à fait probable que la version haut de gamme de la 990 Duke R, qui sera équipée notamment de ce nouvel écran hyper beau, l'écran 8 pouces allongé d'une fourche WP Apex d'ultra haute qualité, étrier Brembo Stylema, eh bien coûte ce prix-là. Et ce qui nous ramène encore une fois à nous dire, parce que ça c'est quelque chose qui est aussi important et qui fait raccord avec ce qu'on disait, que la 990 RCR, si elle est proposée au prix auquel on le pense, c'est-à-dire 16 000 €, eh bien ce sera une machine extrêmement intéressante d'un point de vue rapport qualité-prix, puisque je vous rappelle que cette moto intégrera nombre d'éléments de la 990 Duke R, mais en plus de ça, elle a les étriers Brembo iPure, qui sont aujourd'hui les étriers les plus puissants au monde dans le grand public, et qui donnent à cette moto des lettres de noblesse qui sont hyper marquées, et donc quand la machine va arriver, on commence déjà à avoir des tests, et il va falloir que je vous en fasse une vidéo, les journalistes ont déjà commencé à mettre la main sur la machine, je pense qu'on va avoir un petit bijou entre les mains avec un rapport qualité-prix qui pourra être extrêmement intéressant. Donc c'est quelque chose qui est, à mon sens, pertinent. 14 949 € pour la KTM 990 Duke R, c'est tout à fait quelque chose auquel je crois. Et en plus de ça, ça légitime encore plus la 990 RCR qui, elle, risque d'être extrêmement intéressante au niveau de ce rapport-là. Dernière question pour cette FAQ qui sera un petit peu plus courte que d'habitude, de la part de Olivier Evrard, 286, qui nous dit « Est-ce que tu penses qu'il y aura une Triumph Daytona 1200 RS à l'EICMA ?» Alors, on part un petit peu dans les spéculations, mais pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que je viens juste de tourner une vidéo ultra importante, une breaking news dans laquelle on apprend que Triumph va annoncer pas moins de 29 motos sur les 6 mois à venir. 29 nouvelles machines. Et je vous le dis, c'est une annonce historique. C'est une annonce qui n'a jamais été vue dans le monde de la moto. En tout cas, j'en ai absolument aucun souvenir. Une marque qui annonce 29 nouveaux modèles. Alors, dans le communiqué de presse, je vous ai fait toute une vidéo détaillée là-dessus, donc on va pas s'étaler non plus, mais on a 29 machines, dont certaines qui sont des mises à jour déjà connues, et d'autres qui sont des nouveaux modèles avec une gamme de motos électriques TXP pour les jeunes permis, une TF 450X et 22 autres modèles qui sont dévoilés, qui comprendront à la fois de nouvelles variantes de gamme existantes et des modèles entièrement inédits. Et on a déjà deux dates qui nous sont données, le 21 octobre pour une campagne True Originals Never Settle, ce qui veut dire donc les véritables légendes, les véritables classiques ne se reposent jamais, et le 28 octobre, un nouveau modèle Made to Upstage, qui veut dire fait pour monter en gamme, sera révélé. Je vous le dis, ça va être extrêmement intéressant parce que on est à un moment vraiment de l'histoire de Triumph qui est ultra intéressant, et il y a une chance pour que Triumph puisse en tant que marque voler l'EICMA et vraiment s'emparer de l'EICMA, parce que la gamme chez le constructeur britannique est extrêmement vaste, elle est très large avec beaucoup de machines ultra intéressante, on a du Roadster dans toutes les gammes, on a la Speed Triple qui est sans doute pour moi encore aujourd'hui le meilleur Roadster, hyper Roadster, parce qu'il a un rapport qualité-prix dans ce qu'il offre qui est extraordinaire, la Street Triple qui est une des reines absolues du mid-size, on a la Rocket 3 qui est phénoménale, et on a plein de machines ultra intéressantes. Et là-dessus, Triumph vient annoncer 29 nouvelles machines, donc on va en avoir beaucoup qui seront annoncées et révélées à l'EICMA, ça va de soi. Et du coup, est-ce qu'on risque d'avoir une Daytona 1200 RS? Donc ici, le rêve donc de la personne qui pose la question, de Olivier, ce serait de dire, est-ce qu'on va voir arriver une version sportive de la Speed Triple 1200
dans une version Daytona. Écoutez, ça je ne peux pas vous le dire, ce serait véritablement très intéressant et ça permettrait de lancer Triumph dans le monde des hyper sportives. Mais après attention quand même, parce qu'une Daytona 1200 RS, si on veut la positionner sur un segment qui soit pertinent, il faut que la machine soit capable de sortir beaucoup plus de chevaux qu'elle n'en fait aujourd'hui. Elle n'en sort que 183, si je dis pas de bêtises, et 183 chevaux sur le segment des hypersports, surtout si la machine est proposée à 20, 21 ou 22 000 euros, même si elle est aussi belle qu'elle l'est, avec des finitions Triumph, ça ne sera pas suffisant. Donc par contre, il risque d'y avoir des annonces très intéressantes, peut-être une Daytona 765 sur base de la Street Triple, le vrai retour de la Daytona. Et bref, en fait, tout ça c'est pour souligner quoi? Que l'EICMA 2025, ça va être une dinguerie, ça va être historique, ça va être, encore une fois, chaque année, je vous le dis, l'EICMA va être fou, l'EICMA va être fou, l'EICMA va être fou, mais on ne peut pas dire le contraire, 2025, ça annonce une cuvée exceptionnelle, et tout ce que je vous souhaite, c'est de vous abonner à cette chaîne, d'activer votre cloche de notification, et de rester les yeux comme ça, parce que là, pendant 5-6 jours, vous allez avoir des vidéos dans tous les sens. Et bien évidemment, d'ici là, vous allez avoir beaucoup d'annonces. Vivez ce moment avec nous en nous accompagnant sur la Roadsters TV. Et en attendant, les amis, je vous remercie pour votre fidélité. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!